La tournée d'Anthony Blinken au Proche-Orient avait permis d'espérer l'établissement d'une trêve dans la guerre entre le Hamas et Israël. Mais celle-ci ne surviendra pas et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il avait demandé à l'armée israélienne de se préparer pour une offensive majeure sur Rafah. Il a ajouté que la victoire sur le Hamas est une question de mois, donc sans laisser espérer une fin prochaine des combats. Pour justifier cette décision, il avait dit que la pression militaire était indispensable pour la libération des otages et que céder aux exigences exorbitantes du Hamas n'aurait fait que les mettre un peu plus en danger et de préparer un prochain massacre. On peut penser que cette décision, qui est une rebuffade pour la diplomatie américaine, a été prise sous la pression de ses alliés extrémistes du Parti des colons qui avaient menacé de lâcher la coalition au cas où il y aurait une trêve. Et s'il lâche la coalition, eh bien Benjamin Netanyahou n'est plus au pouvoir et son but, bien sûr, est de se maintenir jusqu'à l'élection peut-être de Trump, en tout cas le plus longtemps possible. Mais on peut également penser que, loin d'éviter un massacre, cette offensive va en provoquer un dans la bande de Gaza, où la plupart de la population s'est réfugiée là où cette offensive militaire va avoir lieu. La situation est déjà catastrophique. Selon le ministère de la Santé du Hamas, le nombre de victimes est désormais de 27 800 personnes. Alors on va dire oui, ce sont les chiffres du Hamas. Le problème, et il est là, c'est que pour l'instant, ces chiffres n'ont pas été démentis, que dans le passé, les chiffres du Hamas ont été confirmés dans la réalité. Il y a déjà 1 200 000 personnes qui sont déplacées dans le sud de la bande de Gaza. Ils vivent dans des tentes. Les conditions sanitaires sont tout à fait déplorables. La plupart d'entre eux n'ont que 1,5 ou 2 litres d'eau par jour. Et donc, on est à la limite de la survie. Selon les ONG, 10 000 enfants sont atteints de maigreur extrême, qui est le signe le plus grave de malnutrition, qui peut entraîner des séquelles définitives, voire la mort. Et en fait, ce qui est certain, c'est que les enfants ne vivent pas une enfance. Bien sûr, ils ne sont plus scolarisés depuis le 7 octobre et ils vivent, comme l'ensemble de la population, dans la menace permanente des bombardements. Il n'est pas possible de se reposer, il n'est pas possible d'avoir un sommeil normal. Et chaque moment, on se demande s'il va y avoir de nouveau une intervention militaire ou des bombardements, si on va se réveiller vivant, si les êtres qui sont à côté vont également se réveiller vivants ou non. Donc tous vont très certainement avoir des séquelles psychologiques, y compris après la fin des combats, mais malheureusement, cette fin des combats n'est pas dans un avenir proche. Le système de santé, selon les différentes ONG humanitaires, est complètement démantelé. On opère désormais à même le sol. Il y a des amputations sans anesthésie. On estime que 10 000 enfants ont déjà été amputés et qu'il y a à peu près le même nombre qui ont été blessés et qui subiront pour la plupart, des séquelles définitives. Depuis le 7 octobre, il y a eu 20 000 naissances dans la bande de Gaza, dans des conditions tout à fait indignes, et certainement avec des enfants qui ne vont pas survivre. Certains sont morts dès la naissance, et d'autres ont des liaisons dont ils ne se remettront pas. 40% des morts sont des enfants, et selon l'organisation britannique Save the Children, la proportion d'enfants morts est la plus importante que dans tout autre conflit. Et ces enfants ne sont pas les soldats, donc ce n'est pas l'effet d'une guerre normale entre forces combattantes, parce que par définition, ces enfants n'appartiennent pas à une organisation militaire. Et donc il ne s'agit pas, comme le disent certains, c'est dommage, c'est la guerre. Et ce qui est d'ailleurs assez atterrant, c'est que les mêmes qui disaient il n'y a pas de mai après le 7 octobre, il fallait condamner les attentats sans dire mais, et en fait la plupart des gens l'ont fait, là viennent nous dire mais il y a un mais, lorsqu'on évoque le nombre de morts à Gaza en disant oui mais c'est la guerre, c'est dommage mais c'est la guerre et c'est le prix à payer. Donc le bilan est déjà lourd. Le fait qu'il continue les combats, qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, va alourdir dans des proportions inimaginables ce bilan déjà catastrophique. Alors bien sûr, on n'a pas tellement d'images dans les médias français, rares sont les médias français qui parlent des victimes de Gaza, mais cette réalité, si elle n'est pas éclatante, on la voit plus sur les réseaux sociaux que dans les médias mainstream, cette réalité existe néanmoins. Et la responsabilité des pays occidentaux est énorme par rapport à une acceptation de fait que la guerre puisse continuer. Lorsque Netanyahou dit que la pression militaire est nécessaire pour libérer les otages, on peut craindre qu'au contraire, cette pression militaire ne fasse que encore plus de victimes parmi les otages israéliens. Et bien sûr, encore plus de victimes parmi les femmes, les enfants, les civils de Gaza. Le monde occidental est en train de perdre son magistère moral en ne réagissant pas, alors qu'il avait réagi avec une très grande fermeté par rapport aux crimes de guerre de l'armée russe en Ukraine. Et là, il y a des protestations, mais qui sont purement verbales, qui sont tout à fait platoniques et qui n'empêchent pas Netanyahou de poursuivre. Cette guerre a déjà un bilan humain catastrophique, mais on peut penser que son bilan stratégique à venir sera encore plus lourd, puisque cette guerre restera dans les mémoires comme une guerre que le monde occidental a laissé faire, à laquelle il ne s'est pas réellement opposé. On a très longtemps payé le prix lourd de la guerre d'Irak, qui était une faute à la fois stratégique et morale. On risque de payer encore très longtemps le prix de la guerre de Gaza.